GMT sur Conta News, la chaîne des professionnels du chiffre et assimilé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Il sera question dans ce 12e numéro d'aborder les classifications juridiques de l'impôt. Selon la classification juridique, on rapproche les impôts directs et les impôts indirects, les impôts, les taxes et redevances. En premier point, nous allons voir les impôts directs et indirects. L'impôt direct est un impôt dont le contribuable supporte définitivement la charge fiscale. L'impôt direct correspond à une situation stable ayant la permanence comme caractère essentiel. L'exploitation d'une entreprise, par exemple. Il admet une perception fixe, en général une fois le mois ou l'année. Son fait générateur est fixe et intervient à certaines périodes. Ce type d'impôt porte sur le capital ou sur le revenu. L'impôt direct se caractérise généralement par sa perception par voie de rôle. Le rôle de la liste. Le rôle est la liste ou le répertoire des contribuables avec indication de l'imposition annuelle. Il est établi par l'administration fiscale et transmis au percepteur pour exécution. Cependant, de nos jours, le rôle a été totalement remplacé par la fiche ou l'avis d'imposition. Les impôts directs sont souvent personnalisés. Ainsi, la prise en compte des charges de famille et l'utilisation de la progressivité par tranche semblent introduire une certaine dose de justice fiscale. Les impôts directs sont plus fortement ressentis par les contribuables puisqu'il n'y a pas d'écran. C'est en effet celui qui supporte l'impôt qui doit en acquitter le montant. C'est ce qui a fait dire au professeur Cosian que les impôts directs sont voyants et douloureux. Les rôles sont rendus exécutoires avant leur transmission au percepteur. Les contribuables se sentent davantage les victimes passives d'une spoliation plutôt des citoyens accomplissant allègrement leur devoir de solidarité nationale. La stabilité rend aisée la prévision budgétaire des impôts directs. Ils sont moins élastiques, c'est-à-dire qu'il y a moins d'à-coups à la hausse ou à la baisse. Les impôts directs conviennent ainsi beaucoup plus aux politiques structurelles qu'à celles conjoncturelles. Exemple, l'impôt unique sur les traitements de salaire UTS, les impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles IBICA, l'impôt sur les sociétés ISA. Les impôts indirects se définissent à contrario par rapport aux impôts directs. A priori, les impôts qui ne sont pas directs sont indirects. Sont des impôts indirects les impôts dont les contribuables répercutent la charge fiscale sur autrui. Ainsi, celui qui en acquitte au service des impôts le montant n'est pas celui qui en supporte les charges. Les impôts indirects correspondent à des opérations, actes ou faits intermittents constatés au jour le jour et dépendant de la volonté du contribuable. Ils portent sur la consommation et sont indolores. Les impôts indirects sont plus fluctuants et sensibles du fait de la conjoncture économique. Ainsi, une baisse des importations diminuerait dans les mêmes proportions les recettes douanières. Ce sont les impôts élastiques dont l'utilisation est conseillée pour la réalisation d'objectifs de politique conjoncturelle. En revanche, cette sensibilité à la conjoncture rend leur prévision budgétaire mal aisée. L'inconvénient majeur des impôts indirects réside dans leur injustice qui se situe à deux niveaux. D'une part, par l'utilisation des taux proportionnels, on demande de la même contribution à des contribuables qui n'ont pas raisonnablement les mêmes pouvoirs d'achat. On viole ainsi le principe de l'imposition des contribuables selon les facultés contributives. D'une autre part, ils apparaissent inversement proportionnels aux revenus, c'est-à-dire qu'ils pèsent plus sur les revenus faibles que sur les hauts revenus. Il convient toutefois de relativiser cette vision car les impôts indirects permettent de tenir compte des facultés contributives par l'exonération ou la taxation à un taux faible des produits de première nécessité et la surtaxation des produits de luxe. Exemple, nous avons la taxe sur la valeur ajoutée TVA, le droit d'assise. Une difficulté surgit lorsqu'il s'agit de classer les droits de succession et spécifiquement les droits de mutation qui font partie des droits d'enregistrement et de timbre. Pour le professeur Turc, les droits de succession sont considérés par certains auteurs comme un exemple typique d'impôt direct.
Pour d'autres, au contraire, ce sont des impôts indirects. On voit donc qu'en cette matière, l'unanimité est loin d'être réalisée. La question n'est donc pas toujours tranchée. En deuxième point, nous allons voir l'impôt, taxe parafiscale et la redevance. L'impôt stricto sensu se caractérise par sa perception à titre obligatoire, l'absence de contrepartie spéciale et par son absence d'affectation. L'impôt sert de manière générale à satisfaire les besoins publics, besoins de l'État par exemple, sans que l'on puisse savoir si son propre impôt ira à l'éducation, à la défense, à la santé ou à un autre service. La taxe au sens pur du terme est la contrepartie d'un service particulier dont profite le payeur, c'est-à-dire le contribuable, mais son montant n'est pas un prix. Selon le Tixier et Geste, l'impôt est perçu sans contrepartie directe alors que la taxe est perçue à l'occasion d'un service rendu. L'exigibilité de la taxe est subordonnée à l'existence d'une prestation que l'administration offre. Nous avons comme exemple la taxe de voirie, acquittée dans la mesure où elle pourrait correspondre au service rendu par la mairie. Par contre, la plupart des taxes en vigueur actuellement au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays, sont de véritables impôts. On peut donc citer la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, et de nombreuses autres taxes indirectes et directes. La taxe sur les boissons, la taxe sur les colas, les carburants et les lubrifiants, le café et le thé. La taxe unique sur les assurances, la taxe foncière des sociétés, la taxe sur les armes, la taxe patronale et d'apprentissage, la taxe sur les véhicules à moteur, etc. La taxe parafiscale, quant à elle, est perçue spécialement dans un but économique ou social au profit de certaines personnes morales de droit public ou de droit privé, voire au profit de certaines administrations. Généralement, ces taxes sont additionnelles à certains impôts d'État et sont collectées en même temps que ceux-ci par les mêmes agents avant d'être reversées aux organismes bénéficiaires. Exemple, nous avons la taxe de développement touristique payée par ceux qui sont hébergés en hôtel et ceux qui payent les billets d'avion. La taxe de soutien au développement des activités audiovisuelles de l'État, la taxe de développement de l'électricité. La parafiscalité sociale concerne les cotisations versées à la Caisse nationale de sécurité, la CNSS. Certains auteurs les assimilent aux taxes parafiscales. Selon Didier Meillard, les cotisations sociales sont de véritables impôts de nos jours. Au terme de cette brève analyse, on se rend compte que la question de l'assimilation des cotisations sociales à des impôts sur le plan économique n'a pas de réponse théorique et absolue, mais dépend des situations d'espèce. Il y a 40 ans de cela en France, les cotisations étaient calculées sur un salaire plafonné. Le versement conditionnait l'accès aux prestations et celles-ci n'étaient pas distribuées sous condition de ressources. La notion de prime d'assurance obligatoire avait une certaine validité comme celle de salaire indirect. Aujourd'hui, les cotisations sont largement des impôts supplémentaires sur le revenu du travail et tout particulièrement sur le travail qualifié. La redevance, quant à elle, est acquittée par les usagers volontaires d'un service public. Elle est ou devrait être calculée en fonction du service rendu et son montant doit être équivalent à un prix. On peut citer la redevance facturée par la Sonabel, la redevance facturée par l'ONEA, la redevance pour enlèvement des ordures ménagères. La redevance en général n'a pas de caractère fiscal. C'est sur cette note de fiscalité que nous refermons ce 12e numéro de votre émission Fisc Eco. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous et à toutes.